Nous prendrons le contrôle de tout le territoire de la bande. C'est ce qu'a affirmé lundi Benyamin Netanyahou. C'est désormais clair. Israël ne cache plus son intention de conquérir Gaza. Le porte-parole de l'armée israélienne a déclaré: nous allons renforcer le contrôle opérationnel, ce qui signifie diviser le territoire et éloigner la population des zones dans lesquelles nous opérons pour sa sécurité. C'était dimanche soir. David Rigoulet-Rose, bonjour. Vous êtes chercheur associé à l'IRIS, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. C'est un pivot parce que jusqu'à présent, les troupes israéliennes n'avaient pas pour objectif de tenir l'ensemble du terrain. Oui, un changement de paradigme qui a été annoncé et validé par le cabinet israélien début mai. Donc effectivement, par rapport au début des combats, où il y avait une succession d'opérations militaires qui passaient d'une partie de l'enclave à l'autre, aujourd'hui, il y a le but déclaré, c'est de prendre le contrôle total de l'enclave. Ça a été annoncé par le Premier ministre et confirmé. Donc c'est la fameuse opération Chariot de Gédéon, une référence biblique, et c'est la mise en œuvre du plan formaté par le nouveau chef d'état-major Eyal Zamir, donc qui prévoit la prise de contrôle totale avec l'objectif déclaré, qui est le même depuis le début d'ailleurs, d'éradiquer le Hamas et de libérer les otages, mais avec une hiérarchie des priorités qui n'est plus forcément celle du départ. Israël a dit qu'il y avait 20 otages vivants encore selon ses sources. Caroline Loyer. On entend les Européens qui haussent le ton face à Benyamin Netanyahou ces derniers jours, qui veulent se montrer unis. Est-ce que finalement les Européens ne s'indignent pas trop tardivement? Est-ce qu'il n'est pas trop tard quand on voit ce qui est en train de se passer? La position européenne, effectivement, elle a été formulée. Il y a eu des éléments de langage très, très forts, effectivement, qui ont été formulés. Et Kaja Kallas, donc la représentante de la diplomatie européenne, a évoqué le fait qu'il y aurait un réexamen, notamment de l'accord dit de stabilisation d'association, qui remonte en fait à novembre 1995, qui est l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et Israël. Il faut rappeler que l'Union européenne est le premier partenaire commercial d'Israël. Donc, on va dire c'est un signalement politique qui est fort. Ça ne veut pas dire qu'il y aura une annulation, évidemment, de l'accord en question, parce que de toute façon, les positions européennes ne sont pas toutes identiques. Il y a des nuances assez marquées entre des pays comme l'Espagne et l'Allemagne, par exemple. Mais en tout cas, c'est effectivement c'est un moment fort, parce que c'est une manière de montrer qu'il y a une défiance de plus en plus marquée vis-à-vis, non pas de l'État d'Israël, mais du gouvernement israélien. Et c'est une manière aussi de toucher les entreprises, les consommateurs, en allant sur un sujet économique pour faire une sorte de prise de conscience israélienne. Ça se passe comment en termes dans la société civile israélienne? C'est quoi le débat actuellement? Justement, c'est pour ça que c'est quelque chose de très sensible comme sujet, parce qu'il ne s'agit pas de mettre en cause la société israélienne, justement. Ce serait contre-productif. Et le risque, ce serait la société israélienne se sente accusée dans son ensemble. Alors que effectivement, c'est une critique de la politique menée par l'actuel gouvernement. Donc c'est pour ça que d'ailleurs les positions européennes ne sont pas unanimes sur cette question, parce que c'est une démarche qui est quand même très particulière, même si c'est pas ça qui va infléchir la politique du Premier ministre. De toute façon, ce qui peut infléchir la politique du Premier ministre, de toute façon, ce sont les pressions américaines. Et justement, et qu'attend Donald Trump? Donald Trump, il a déjà fait pression, et ça s'est manifesté de manière assez immédiate. Notamment par rapport à l'entrée de l'aide humanitaire. Il a fait comprendre par un entretien téléphonique entre Marco Rubio et le Premier ministre, qui a été, semble-t-il, assez soutenu, pour euphémiser les choses, que la situation n'était pas acceptable et tenable. Et effectivement, même le Premier ministre en est convenu. Il a employé le mot pour la première fois de risque de famine, alors qu'il avait nié qu'il y ait le moindre risque de cette nature, et accepté l'entrée, et notamment c'est le cas depuis hier, d'une centaine. Alors évidemment, c'est une goutte d'eau, très largement. Toutes les ONG considèrent que c'est une goutte d'eau, mais c'est la marque d'une pression américaine, d'une irritation américaine sur l'obstruction systématique du Premier ministre israélien. Et d'ailleurs, il y a des négociations qui sont relancées, et le Premier ministre israélien, pour la première fois, évoque même l'horizon possible d'une fin du conflit. Il y a eu hier un événement en Cisjordanie avec des tirs israéliens qui visaient des diplomates de différents pays. Il y a eu un tollé global avec des convocations d'ambassadeurs. Qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence, ce type d'événement? Ah oui, c'est très mauvais pour le gouvernement israélien, parce que ce type de choses, c'était une visite diplomatique
en Cisjordanie, qui est considérée par l'extrême droite israélienne comme la Judée-Samarie, territoire biblique, et donc effectivement on va dire une démarche des autorités militaires israéliennes qui est manifestement totalement déplacée, ça traduit un malaise général. Et il y a un embarras manifeste du gouvernement israélien, parce que là il s'agit de diplomates. Donc c'est quand même très, très embêtant. Et ça a été stigmatisé à dessein comme tel. Caroline. La Cisjordanie, donc dirigée par l'autorité palestinienne. On sait que Benjamin Netanyahou ne veut pas que l'autorité palestinienne dirige politiquement la bande de Gaza. Il veut prendre le contrôle de l'enclave, mais il n'a pas de solution politique. Non, il n'y a aucune solution pour le jour d'après. C'est bien ce que tout le monde lui reproche. Enfin, tout le monde. En tout cas, une bonne partie de la société israélienne et des représentants éminents de l'establishment militaire et sécuritaire qui critiquent la gestion de sa politique depuis le début, puisque les 2 buts de guerre déclarés, à savoir l'éradication du Hamas et les otages, n'ont pas été remplis. C'est ce qui justifie d'ailleurs sa fuite en avant aujourd'hui, mais sans perspective politique, c'est tout le problème. Et là, on retrouve en creux la question du plan de Trump, mais de toute façon, la question du jour d'après se pose. Effectivement, vous évoquez l'obstruction du Premier ministre. Dès le décembre 2023, donc très peu de temps après la catastrophe du 7 octobre, il avait dit ni Hamastan, ni Fatah Astan, sous-entendu l'autorité palestinienne, alors même que Joe Biden évoquait la nécessité d'une autorité palestinienne revitalisée, le président Macron également, réformée, parce que de toute façon, il faut une alternative. Même pour justement faire disparaître la gouvernance du Hamas, précisément, il faut une alternative qu'il n'offre pas, et c'est ce qui pose un problème aujourd'hui à l'administration américaine. Merci beaucoup David Rigoulet-Rose d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie, chercheur associé à l'IRIS. J'ajoute que cette nuit, 2 membres du personnel de l'ambassade d'Israël ont été tués dans une fusillade à Washington. Donald Trump a condamné un horrible meurtre motivé par l'antisémitisme. Dans un instant, le